Bienvenue sur le plateau de Livre Hebdo à la librairie Gilbert Joseph, 18 boulevard Barbès, Paris 18e, où je vais recevoir un auteur, un poète, un conteur, un auteur originaire de la grande île des Comores qui nous vient ici avec un bel ouvrage publié aux éditions Edilivre, ouvrage intitulé La vie en noir. Et cet auteur, nous allons parcourir son ouvrage avec lui. Il s'appelle Madi Hassani Abdillah. Bonjour Madi. Je précise que La vie en noir est ton premier ouvrage. C'est un ouvrage dans lequel tu mets en lumière quelques aspects de la société dont tu es originaire comorienne. Et dans cette société, à la lecture de ton ouvrage, on se rend compte que la pratique où les croyances en des esprits sont toujours là et que on interdit même dans certaines familles aux gens d'aller à l'hôpital. Par exemple, dans le premier acte, il y a Mdiaza qui ne voit plus ses menstrues depuis un petit moment et puis ses parents l'empêchent d'aller voir le médecin. Donc, est-ce que cette réalité est vraiment présente encore aujourd'hui dans la société comorienne? Merci Franck. Avant de répondre à la question, je vais tenir d'abord à remercier cette émission, cette belle émission Livre Hebdo, de me donner cette chance, après avoir publié mon ouvrage, de venir aussi devant les auditeurs, présenter aussi, expliquer un peu les réalités que j'ai tenu à mettre en lumière dans mon ouvrage intitulé La vie en noir. Répondant à la question, je ne peux pas dire exactement que cette réalité que j'ai décrite là, qui est une histoire qui est passée en 2009, il est toujours là. Ce qui est sûr, la famille, le père de Mdiaza, Mdiaza et sa mère, ce sont des vraies personnes, c'est une vraie histoire, et ces personnes-là, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Une chose n'est pas réelle, ce sont les noms que j'ai utilisés. Donc, disant que les personnes, la famille de Mdiaza existe jusqu'à aujourd'hui, c'est pour montrer qu'il n'y a que le père de Mdiaza avec ses pratiques de croyance aux esprits. Il y en a beaucoup. Et si lui, il pratique jusqu'aujourd'hui ses idées, ses pensées, ça veut dire qu'il n'est pas le seul. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est pas une histoire que ma grand-mère m'a racontée, c'est pas une histoire des années 20 ou 30, mais c'est une histoire qui est passée, qui s'est déroulée en 2009. Et moi, en tant que conteur ou auteur de l'ouvrage, je suis aussi en tant que témoin. D'accord. Et donc, hormis cette famille-là, c'est sûr que sur l'île, dans d'autres familles, on trouve cette réalité-là où la tradition, la coutume ou les fétiches ont encore une place plus importante, on va dire, que la médecine. Non, on ne peut pas dire ça, que la féticherie a une place beaucoup plus que la médecine, on ne peut pas dire directement ça. Ce n'est pas une réalité, sauf qu'elle existe encore. Aujourd'hui, dans toutes les îles, il y a beaucoup des hôpitaux qui n'étaient pas avant. Ça veut dire que la médecine occupe une place. Moi, je ne peux pas parler avant les années 50 parce que je ne connais pas trop comment ça se passait. Ce qui est sûr, il n'y avait pas suffisamment des hôpitaux, mais aujourd'hui, il y a suffisamment des hôpitaux. Sauf que tu peux aller à l'hôpital ou ne pas aller, mais tu peux aussi penser que lorsque les examens, les résultats de l'hôpital ne sont pas aussi satisfaisants, il y a des gens qui se retournent directement vers la tradition. Et que dans ton ouvrage, il y a un conte qui parle qui fait état d'un jeune qui se retrouve confronté à deux amis qui lui proposent, pour réussir à son examen, qui lui proposent d'aller corrompre soit le ministre ou soit un responsable ou bien faire recours au fétiche pour réussir son examen.
c'est aussi une réalité puisée de la société comorienne ou bien c'est... C'est une réalité, sauf l'affaire commence à se diminuer un peu. C'est-à-dire l'ampleur, il n'est pas comme il était un peu avant, mais ça existe encore. Quand il y a un examen, au lieu qu'on concentre les enfants, les élèves à étudier, à réfléchir à l'examen, on leur donne ces idées qu'on va voir un fondi, on dit ça chez nous, un fondi, pour qu'il nous fasse des choses qui vont te faciliter à l'examen. C'est de ça, une sorte de faiblesse. Parce que moi, par exemple, étant un enfant de 12 ans qui va se présenter à l'examen d'entrée en 6e, venir me dire que t'inquiète pas, on va faire ceci, cela, et ça va te faciliter à l'examen, ça me donne un peu une paresse. La volonté de rester toujours en face de mes cours, de mes cahiers, ça diminue de plus en plus parce que j'ai déjà une chance qui est derrière moi, que je ne le vois même pas, que je ne sais même pas que c'est une réalité. Je peux avoir quelqu'un qui ne connaît même pas c'est quoi la mathématique, venir m'aider à faire la mathématique, que je n'aurai même pas la chance de la demander exactement ce qui m'empêche à résoudre le problème. Alors c'est une sorte de faiblesse qui s'impose directement devant les enfants. Mais ce qui est bien ici, même si l'histoire il n'est pas dans l'ouvrage, mais je peux parler de moi-même. Moi-même je suis scolarisé, j'avais 12 ans. C'est moi-même qui ne voulais pas aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sœur à ma mère qui était en France. Dès qu'il vient aux Comores, il avait ce système, cette affaire d'esprit. Il vient à la maison, il en fait je ne sais pas comment, il a les djinns qui viennent dans sa tête. Et quand il parle, on est en famille. Voilà. Djinns, il faut expliquer, des esprits. Des esprits. Des esprits qui lui parlent. Exactement, mais nous on appelle ça des djinns. Des djinns. Donc cet esprit qui monte dans sa tête, il nous réunit en famille. Et en parlant, il vous dit par exemple, toi tu vas devenir médecin, et lui il va devenir cultivateur, et lui il va devenir un grand fonctionnaire de l'État par exemple. Et cet esprit, quand il s'adresse à moi, il me considérait toujours, parce que mon père c'était un grand cultivateur, donc il considérait que moi, c'est moi qui va hériter tout ce qui est de mon père, les animaux, les champs, les terres. Alors, avec cette idée de devenir un jour l'héritier du père, je ne voyais pas l'importance d'aller à l'école. Quand, jusqu'à l'âge de 12 ans, toutes les collègues du quartier, ils sont tous à l'école, on dormait, on jouait ensemble avec les contes, les récits. Ça me donnait envie de petit à petit jusqu'à commencer à avoir honte. Je me suis moi-même déclaré, je vais être scolarisé comme tout le monde. C'est pour dire que c'est une réalité. C'est une réalité qui a existé. Je parlais de mon cas. J'ai raconté un peu ça sur la deuxième acte, mais pas directement comme ça. Et vers la fin, ce sont les aînés maintenant qui ont de bonnes idées, qui conseillent les biens, les plus jeunes. Et il y a une forte croyance en Dieu dans la société comorienne. Aujourd'hui, on dit que les Comoriens sont à 97% des musulmans. Et le fait d'être musulman, c'est d'abord de croire en Dieu. Et le fait que les aînés aujourd'hui conseillent de plus en plus les enfants, les jeunes d'aller à l'école, c'est le résultat d'un effort qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, parlant de moi par exemple, ou de ma famille, mes aînés ont tous réussi leur vie de scolarité. Ils ont des travaux, ils travaillent tranquillement, ils gagnent leur vie. Donc cela, ça a fait l'idée à ma grand-mère par exemple, ou à la grand-mère de la famille voisine, ou quelque chose qui voit que c'est vrai, c'est une réalité qu'on l'a toujours nié. Parce qu'au départ, l'école, comme vous l'avez dit, c'était l'école des Blancs. Le fait d'envoyer l'école à l'école, c'est le fait de le rendre un peu Christ, ou le christianiser. L'idée était là. Puisqu'il y avait l'idée de la colonisation, on voyait qu'avec le blanc c'est, on
majorité, ce sont des chrétiens et tout ça. Alors le fait d'aller prendre la langue, les méthodes, la culture de ces hommes-là, c'est aussi à pratiquer tout ce qu'ils pratiquaient. Il a fallu un moment, les premières générations, les deuxièmes, les troisièmes, on arrive, on commence à comprendre que c'est pas vraiment ce qu'on avait compris ou ce que nous avions imaginé avant. Du coup, c'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, ce sont les aînés, les pères, les parents qui incitent les enfants à aller à l'école. Ce qui m'est arrivé, moi-même qui n'y ai, qui rejetais toujours l'idée d'aller à l'école et que mes parents et mes grands frères, mes soeurs, qui essayaient depuis, il a fallu que toute la promotion, les collègues du quartier avancent pour dire moi aussi, je dois aussi avancer. Donc on peut espérer un prochain ouvrage d'ici là, on va dire. Donc, actuellement, il y a 3 semaines, j'ai publié un deuxième essai qui est intitulé « Les dernières paroles de mon père ». C'est aussi un essai, sauf qu'après, certainement, parce que le fait de publier des ouvrages, ce n'est pas un hasard, c'est une envie qui m'a toujours été depuis mon jeune âge, depuis le collège jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours eu l'idée de publier, même j'ai fait des efforts un peu avant d'arriver ici. Sauf que ces efforts-là sont disparus. Aujourd'hui, je n'ai pas les traces, mais ça ne m'a pas empêché de recommencer à nouveau. Et quelles sont tes sources d'inspiration, tes lectures préférées, ce sont lesquelles? J'ai des écrivains, des chercheurs comoriens comme africains. Moi, parlant des Comoriens, il y a Salima Tubou, qui est un jeune Comorien qui a fait des bonnes publications qui impressionnent tout le monde. D'ailleurs, quand j'étais un jeune professeur au collège, je me suis toujours inspiré avec cet auteur, Salima Tubou, qui est un Comorien qui est ici en France, mais qui a publié des bons ouvrages. J'ai aussi Amadou Kourouma que j'ai beaucoup lu. J'ai aussi Tchikamedoukan que j'ai beaucoup lu. D'ailleurs, quand j'étais au lycée avant d'arriver en 3e, parce que l'ouvrage L'aventure ambiguë, c'était l'ouvrage qu'on nous présentait à l'examen de baccalauréat. Moi, je l'avais déjà 2-3 fois lu avant d'arriver en 3e, en terminale. Sauf que la mauvaise chance, arrivé en terminale, l'ouvrage a été changé. Ben, c'était pas aussi une mauvaise chance pour moi, parce que l'auteur qui a été aussi proposé, c'était aussi un auteur que j'avais eu la chance de le lire un peu avant. Ce qui fait dire que l'idée d'écrire, ça me vient avec ces 5 auteurs que j'ai venu de citer. Il y en a d'autres que j'ai eu la chance de lire. Ben, merci bien, Madi, d'être venu sur notre plateau. Donc on te souhaite bon vent et en espérant te relire très bientôt. Et puis bon retour aussi du côté de Poitiers. Et bonjour à la communauté comorienne qui est très importante en France et principalement à Marseille. À Marseille. Souvent que si la France a occupé l'île de Mayotte, nous les Comoriens, nous avons occupé Marseille. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous pour ce livre hebdo où nous avons reçu l'auteur originaire de la grande île des Comores, Madi Hassani Abdillah, pour son ouvrage La vie en noir. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro de Livre Hebdo et d'ici là, portez-vous bien, soin de vous et restez fidèles au programme d'Afrique TV. C'était Livre Hebdo.